Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les années 20 sont connues sous le nom, vous savez, des années folles. En France, ça a été une période marquée par une grande euphorie économique et culturelle. Aux États-Unis, on appelle cette période les Roaring Twenties. Cette décennie a été caractérisée par une croissance économique rapide, notamment l'essor de l'industrie pétrolière, symbolisée par le boom pétrolier à Los Angeles. Je vous renvoie à l'émission sur le pétrole. Et tout ça conduit à une consommation effrénée, une augmentation rapide du niveau de vie, même si cette prospérité a été en partie alimentée par un endettement croissant et une spéculation boursière excessive. Et durant cette décennie, le nombre d'actionnaires a considérablement augmenté. La spéculation boursière est devenue une pratique courante. Les investisseurs achetaient des actions, non pas pour les revenus qu'elles généraient, mais pour la plus-value espérée au moment de leur revente. Et cette pratique a été facilitée par le crédit. C'est une espèce de cercle vicieux qui est en train de se mettre en place. Ce crédit qui permet aux spéculateurs d'utiliser un effet de levier pour maximiser leurs bénéfices potentiels. Je vais vous donner un exemple. Un investisseur pouvait emprunter une somme pour acheter des actions, espérant que leur valeur augmenterait suffisamment pour réaliser un profit substantiel après le remboursement du prêt. Sauf que cette même dynamique pouvait entraîner des pertes importantes si la valeur des actions diminue. Et cette spéculation effrénée a contribué à une croissance économique rapide, extrêmement rapide, à une augmentation du niveau de vie. Et tout ça alimente et s'auto-alimente, si vous voulez, c'est l'euphorie économique de cette époque-là. Ça, vous avez compris, je veux augmenter mon niveau de vie, j'ai pas forcément les moyens tout de suite, donc je vais emprunter pour acheter des actions. Si les actions montent, c'est formidable, je rembourse mon crédit et mon niveau de vie augmente. Seulement le jour où ça tombe, vous avez compris. Les principaux secteurs économiques en croissance pendant ces années-là incluent l'industrie pétrolière, évidemment, l'industrialisation en général et la consommation de biens électroniques, déjà, et électriques. Aux États-Unis, cette période a vu une accélération significative de l'industrialisation et de la consommation de pétrole avec une expansion des villes, une augmentation de l'utilisation des appareils électriques dans les foyers. Quand je dis électronique, évidemment, vous avez compris, personne n'a d'ordinateur à cette époque-là, bien sûr, mais l'électronique existe déjà. Les voitures sont aussi devenues plus courantes dans les banlieues. Les villes s'agrandissent, il faut une voiture pour ensuite aller travailler. Ça reflète une économie florissante et l'endettement est perçu comme dérisoire. Il faut imaginer à ce moment-là une période absolument incroyable. Les gens étaient optimistes, les usines produisaient de plus en plus, tout le monde veut devenir riche évidemment. Et donc une des façons de s'enrichir, c'est d'investir à la bourse. Et pour que tout le monde comprenne, encore une fois, la bourse c'est comme un grand marché où on achète et on vend des parts d'entreprise qu'on appelle des actions. Je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous qui écoutent et qui vont passer le bac à la fin de cette année. Et c'est un des sujets du bac. Quand on achète une action, c'est comme si on possède un petit morceau de l'entreprise, pour que vous compreniez bien. Mais voilà ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ont commencé à acheter des actions, même quand ils n'avaient pas assez d'argent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ils empruntent à la banque pour pouvoir en acheter, en pensant que le prix des actions va toujours monter et qu'ils vont récupérer leur argent avec un bénéfice en plus, ce qui rassure bien sûr la banque, évidemment. Ces pratiques bancaires, on va dire risquées, qui ont contribué à la crise, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, qui implique d'emprunter de grandes sommes d'argent pour investir en bourse. C'est ça l'effet de levier. Et au début, ça marche, il faut le savoir. Les actions prennent de la valeur, ceux qui en avaient devenaient de plus en plus riches, en rachetaient encore, ça donnait envie à ceux qui n'en avaient pas d'en avoir, etc., 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 etc. Et c'est comme ça que le cercle vicieux est en train de se mettre en marche. Sauf que cet effet de levier ne peut pas durer éternellement. Imaginez que tout le monde veuille acheter des pommes dans un village. Au début, le prix des pommes monte parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais si un jour les gens se rendent compte que ces pommes ne valent pas autant, ils arrêtent d'en acheter. C'est ce qui s'est passé avec les actions. Beaucoup d'entreprises n'étaient finalement pas assez solides, pas aussi solides en tout cas qu'on le croyait. Et les gens ont commencé à avoir peur que leurs actions perdent de la valeur. Le 24 octobre 1929, qu'on appelle donc le jeudi noir, tout s'est effondré d'un coup. Les propriétaires d'actions se sont mis à vendre leurs actions en masse, comme si tout le monde essayait de fuir en même temps un bâtiment qui est en train de s'écrouler, si vous voulez. Mais quand il y a trop de vendeurs et plus assez d'acheteurs, là, les prix, ils chutent pas, ils dégringolent. Et le cercle vicieux est en train de se refermer comme un piège.
Ce jour-là, les prix des actions ont baissé tellement vite que beaucoup de gens ont tout perdu, vous avez bien compris. Certaines personnes avaient mis toutes leurs économies en bourse et se sont retrouvées ruinées en une journée. Les banques, qui avaient prêté de l'argent pour acheter ces actions, n'ont évidemment pas pu récupérer leur argent non plus, et beaucoup de ces banques-là ont fait faillite. C'est un peu comme si tout un système était en train de s'effondrer d'un coup, entraînant tout le monde avec lui. Une véritable vortex, en fait. Parce que, dans le même temps, il n'y a pas que les particuliers qui jouent en bourse. Les banques aussi utilisent des fonds empruntés pour spéculer sur le marché boursier, c'est-à-dire en fait parier sur la hausse des actions, ce qui les rendait vulnérables en cas de retournement du marché. Et comme en plus, elles étaient impliquées dans des opérations de crédit à la consommation, on va dire de façon excessive, accordant des prêts sans garantie adéquate, eh bien ça a créé une bulle de crédit absolument insoutenable. On a du mal à comprendre ça en France, parce que pour faire un crédit à la consommation aujourd'hui, il faut des tas de garde-fous, ce qui n'existe pas, ou en tout cas pas à ce point-là aux États-Unis, et en tout cas pas à cette époque. Et quand la confiance des investisseurs s'est effondrée et que les marchés, l'intégralité des marchés se sont effondrés, beaucoup de banques donc se sont retrouvées en difficulté financière et tout ça a aggravé la crise économique puisque le cercle vicieux est devenu encore pire. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles pour limiter les excès à la bourse. Les banques prêtaient facilement de l'argent, même à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. Tout le monde jouait avec des risques énormes, mais personne ne se préparait à l'éventualité d'un retournement de situation qu'on n'avait pas connu en réalité. J'ai déjà eu l'occasion de parler du premier krach boursier de l'histoire, en fait, avec les tulipes, l'histoire des tulipes. Vous pouvez regarder ça, c'est une des émissions de 5000 ans. C'est la première fois dans l'histoire qu'on vit ça en Occident. Mais en 1929, c'est-à-dire on est presque 350 ans plus tard, ça fait longtemps qu'on a oublié ce genre de choses, évidemment. Les riches, à cette époque-là, devenaient encore plus riches, mais une grande partie de la population n'avait pas les moyens de consommer autant qu'on le pensait. Et tout ça a créé un déséquilibre. Les usines produisaient trop, mais les gens n'achetaient pas assez, parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas les moyens. Et quand certains investisseurs ont commencé à vendre leurs actions, c'est à ce moment-là que d'autres ont eu peur de perdre leur argent et ont fait la même chose et ça a fait un effet boule de neige. Et une véritable réaction en chaîne comme une avalanche en fait. Tout le monde vend, personne n'achète, les prix des actions s'effondrent et comme les banques, encore une fois, avaient prêté beaucoup d'argent, eh bien elles se sont retrouvées à fermer. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.